Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer une prochaine vidéo qui va toujours s'intéresser sur les bases de Java. La dernière fois, nous avons ensemble créé notre classe de voiture et cela nous l'avons fait manuellement. On a créé notre classe de voiture avec les méthodes et on a parlé des différentes méthodes de constructeurs, des types de retours au niveau des méthodes. Aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée, mais cette fois-ci, nous allons créer une classe principale, c'est-à-dire une classe qui va contenir la méthode main, et on va aussi essayer d'expliquer la relation entre une classe intermédiaire, c'est-à-dire une classe normale, et, et une classe principale. Bon, avant cela, j'aimerais mentionner le fait que lorsque nous écrivons notre code, c'est-à-dire le code, ce qu'on appelle le code de source, c'est le code que le développeur écrit. Celui-ci est contenu dans un fichier .java parce que si vous remarquez bien, lorsque nous créons notre projet Java, on a toujours un document, on a toujours un fichier qui est là, ici il est nommé voiture. C'est ce fichier-ci qui va contenir notre code source. Il est l'extension .java. Ce code source-là sera transformé en bytecode par le compilateur. Et le bytecode, lui, généralement est contenu dans le fichier .class, le fichier qu'on retrouve ici. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Java Virtual Machine, la JVM, qui va lire le bytecode et le traduire en code machine qui sera compris en fait par notre ordinateur. Bon, si nous revenons sur notre interface BlueJ, ensemble, nous allons créer cette fois-ci une classe, créer à côté de cette classe une classe principale et regarder les différentes interactions entre ces deux classes-là. J'aimerais aussi parler des différents opérateurs arithmétiques, logiques, des différentes boucles, des conditions en Java, mais étant donné que le temps nous est compté, que je ne peux pas aborder tout cela dans une seule vidéo, je vais juste me concentrer sur des cas spécifiques. Bon, ici, nous allons créer notre nouvelle classe qu'on va appeler calculatrice. En passant, le nom des classes en Java commence par une lettre majuscule sur des méthodes ou encore des variables ou attributs qu'on écrit en minuscule. Donc, je l'appelle calculatrice. Celle-ci n'a rien à voir avec la classe voiture qu'on a créée la dernière fois. C'est une simple classe. Et cette classe va contenir ces variables ici, private int a, private int b. Ensuite, notre constructeur, comme j'ai dit la dernière fois, le constructeur doit avoir le même nom que la classe. Et j'ai mentionné que étant donné que les développeurs de Java ont décidé ainsi, la syntaxe du constructeur est juste à retenir. Ici, on a int a, ensuite int b, et là, 10.a égale a, et 10.b est égal à b. Dans la première vidéo, j'ai expliqué le sens, la signification de ce 10.a et 10.b. Maintenant, ici, nous allons créer deux méthodes. Une méthode qui va calculer la somme de ces deux nombres et une autre méthode qui va calculer le produit. Du coup, j'ai là, retourne, cette méthode-là, elle retourne la somme de deux nombres. Et là, on a, comme la dernière fois, int, étant donné que notre méthode doit retourner un entier, int, et j'appelle ma méthode peut-être somme, euh, disons comme ceci, somme, oh là là, somme.
Qu'est-ce qu'elle fait ma méthode? Elle retourne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne. euh, je peux directement définir une variable S auquel j'affecte cette somme A plus B. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne cette somme. C'est mieux de définir ces variables-là avec petit s. Et là, j'ai terminé avec ma méthode de somme. Voilà. Ensuite, une deuxième méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Une deuxième méthode qui va calculer le produit de deux nombres et retourner. Alors, elle retourne le produit de deux nombres. Et là, int, je peux peut-être dire produit. euh, on a ici int, int p auquel j'affecte directement a fois ab. Et là, cette méthode va va retourner ce produit-là. Et là, j'exécute, je traduis. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est ma classe calculatrice que je viens de créer avec les différentes méthodes. La dernière fois, je vais encore montrer ça. La dernière fois, de manière manuelle, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on fait un clic droit, New calculatrice. New calculatrice va nous permettre de créer notre objet. C'est ce qu'on a dit. La dernière fois, pour créer un objet en Java, la syntaxe, c'est New. On donne le nom de la classe. Ensuite, on donne les différents paramètres. Et lorsque je clique sur New, Java s'attend à ce que j'entre deux nombres, peut-être 4 et 5. OK. Et là, l'objet il est là. Lorsque je clique encore lorsque je fais encore un clic droit, mes différentes méthodes sont là. Lorsque je vais cliquer sur une produit, Java me retourne le produit, c'est-à-dire 5 fois 4 que j'ai entré. Et lorsque j'entre sur somme, il me renvoie la somme de ces deux nombres-là. Mais nous allons le faire, ça c'est de manière manuelle. Maintenant, nous allons le faire avec des lignes de code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une deuxième classe. Cette fois-ci, je vais créer une classe principale que je vais peut-être appeler, disons, cette fois-ci, Calculator. C'est le nom qui me vient en tête, Calculator, qui est une classe principale. Et qu'est-ce qu'on remarque? Euh, bon, ça, je vais enlever ceci, il n'est pas nécessaire pour le moment. Bon, qu'est-ce qu'on remarque même ceci, cet import, je vais l'enlever, il n'est pas nécessaire pour le moment. Il n'intervient pas sur cette notion. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que l'interface, déjà, il est différent par rapport à une classe simple. Avec une classe simple, lorsque nous avons créé la classe simple, qu'est-ce qu'on avait? On avait juste ici classe, calculatrice, et on n'avait aucune méthode qui était présente. C'est nous-mêmes qui avons créé les différentes méthodes. Mais avec la classe principale, oh, on remarque que la méthode main est présente et elle est statique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire par rapport à la méthode main? La méthode main, comme j'ai dit, c'est le point de départ d'exécution de notre code. Ce que je vais faire, c'est que créer un lien entre notre classe calculateur qui contient la méthode main et notre classe intermédiaire de telle manière que à partir de la classe calculator, je puisse directement dans notre cas précis appeler les différentes méthodes de la classe calculatrice pour pouvoir effectuer les différentes opérations que je veux. Bon, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une instance de la classe calculatrice. C'est-à-dire, je vais créer un objet en fait de la classe calculatrice. Du coup, la syntaxe est calculatrice, calculatrice. Je peux peut-être appeler ça T1.
ma variable C1 qui est de type calculatrice. Pourquoi elle est de type calculatrice? Parce que je veux créer un objet de type calculatrice. Du coup, C1. Ensuite, à C1, j'affecte new calculatrice. Et là, j'entre différents paramètres. Je vous ai dit, new permet de créer l'objet d'une classe. En fait, lorsqu'on écrit new, qu'est-ce que Java fait en fait? Java va réserver en mémoire une place pour cet objet. Lorsqu'il écrit new calculatrice, il réserve en mémoire une place pour l'objet C1. Pourquoi? Parce que un objet a des paramètres et il faut une place pour enregistrer ces paramètres-là. Il va aussi appeler le constructeur avec un new. J'aurais besoin de la possibilité d'appeler le constructeur de ma classe calculatrice et il permet aussi de créer une instance de la classe calculatrice ici dans ma classe principale calculator. Du coup, dans cette variable C1, j'écris la new calculatrice et Java s'attend à ce que j'ajoute les différents paramètres de ma classe calculatrice. Lors de la création de mon constructeur, ma classe calculatrice avait deux paramètres A, B. Du coup, ici, A, B qui étaient des nombres. J'ajoute j'ajoute là deux nombres par exemple. Peut-être, je vais prendre les mêmes nombres que j'ai pris tout à l'heure. Je crois que c'était 4 et 5. 4 et 5. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour afficher? On sait que pour afficher un élément en Java, on peut utiliser la fonction system.out.println. Du coup, je vais afficher par exemple la somme. Je vais afficher la somme de ces deux nombres aussi. Qu'est-ce que je fais? System.out.println. Elle va nous permettre d'afficher un résultat à l'écran sur Java. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher la somme. Pour pouvoir afficher la somme, je vais faire ce qu'on appelle un appel de... Bon, il y a une petite tautologie appel-appel. Je vais faire ce qu'on appelle un appel de méthode. Pourquoi? Parce que je vais afficher la somme. Or, la méthode qui me permet d'afficher la somme est contenue dans ma classe calculatrice et elle s'appelle somme. Du coup, je vais appeler la méthode de somme et elle est possible à travers cette syntaxe. On donne le nom de la variable, on met un point et on écrit la méthode après. Du coup, j'aurai C1. La méthode, elle s'appelait somme, écrit avec petit s. Point somme. Et là, cette ligne de code ici va retourner la somme des deux nombres de 4 et de 5. Ceci est possible, pourquoi? Parce que C1 est de type calculatrice. Du coup, lorsque j'écris C1.somme, en fait, c'est cette méthode qui était contenue dans la classe calculatrice que j'appelle dans ma classe calculator. Lorsque j'exécute le code, je mets la UBZN et que je viens ici, ouais, il y a eu un lien entre calculatrice et calculator à cause de l'instance de l'objet de la classe calculatrice que j'ai créée dans ma classe principale calculator. Je viens là et je clique sur main pour exécuter. Et là, une fenêtre s'ouvre et je vois 9 qui est bien évidemment la somme entre 5 et 4. Je vais faire pareil je vais faire pareil pour le produit. Peut-être je peux m'amuser à écrire ceci. Les chaînes de caractères Java sont toujours contenues dans les codes. La somme, c'est-à-dire la somme de, qu'est-ce que j'écris? La somme de A et la somme de A et B est, et là, deux points. Attention, le plus ici, c'est pas le plus le plus arithmétique. Non, non, non. C'est le plus qui permet d'additionner en fait les chaînes de caractères. C'est pas un plus. C'est pas un plus qui va effectuer l'addition entre deux nombres. Et lorsque j'écris euh, une chaîne de caractères ou encore un caractère dans les codes,
c'est-à-dire ce que j'ai écrit est affiché comme il est sur l'écran. Mais lorsque j'écris A, par exemple, qui est un caractère, et que je ne mets pas les codes dessus, en fait, ça sera la valeur de cette variable-là qui sera affichée à l'écran. Du coup, lorsque je vais exécuter, bon, ici, euh, ah oui, ici, il manque un plus. Là, il manque un plus. La somme de A Ah non, non, non. La somme de... Je peux directement entrer 4 et 5. Disons comme ceci. La somme de 4. On va directement afficher tout cela. La somme de 4 et de 5 et 5 est. Ce que je voulais faire tout à l'heure, la somme de A et B est, on pourrait toujours le faire en affectant la valeur 4 à A et la valeur 5 à B et écrit comme je voulais écrire tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? La somme de 4 et 5 est, sera effectivement affichée à l'écran, mais à ce niveau, C1 point somme, ce sera la valeur de C1 point somme qui sera affichée. Du coup, qu'est-ce que j'obtiens lorsque je traduis le code. euh, et là, j'ai ma classe qui s'est ouverte en arrière-plan. J'ai cette interface-ci. La somme de 4 et de 5 est 9. Bon, j'ai dit nous allons faire pareil pour le produit. Nous allons faire pareil pour le produit avec un copy-paste. On a la possibilité d'obtenir, et là, euh, on a là, bon, cette fois-ci, le produit de 4 et de 5 est C1 point produit. Et là, je traduis, je viens là, il faut d'abord que je lance ma méthode. Et là, je viens sur void.main. Et là, le produit de 4 et de 5 est 20. En fait, c'est comme cela qu'on peut faire, pas de manière manuelle, c'est-à-dire cette fois-ci en écrivant des lignes de code pour pouvoir représenter cela. Et déjà, à partir de là, vous voyez déjà le lien qu'il y a entre ma classe calculatrice et ma classe calculator. Ce qui est bien, c'est que Java nous donne la possibilité de créer d'autres classes afin d'utiliser les instances de ces classes-là pour pouvoir effectuer le résultat directement dans la classe main. Du coup, je suis pas obligé de surcharger ma classe main. Pourquoi la classe calculatrice, les méthodes de la classe calculatrice, je pouvais bien la créer ici dans cette classe main, mais j'ai la possibilité de créer une classe qui va s'occuper d'effectuer les opérations. Et à partir de ma classe main, j'utilise juste les paramètres et j'obtiens le résultat, mais le calcul est effectué dans mes classes intermédiaires, pas dans ma classe main. Euh, Nous allons aussi parler du mot statique, le mot statique qu'on observe ici. Et je vais prendre un exemple pour expliquer à quoi est-ce qu'il sert. En fait, le mot statique devant une méthode signifie que la méthode appartient directement à la classe et non à un objet particulier. Je répète, mot statique devant une méthode signifie que la méthode appartient directement à la classe et non à un objet particulier. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsqu'une méthode est statique, on a la possibilité de on a la possibilité de faire un appel de cette méthode-là, pas nécessairement en créant un objet de la classe, c'est-à-dire une instance de la classe, mais directement avec le nom de la classe suivi de la méthode. Ici, par exemple, pour pouvoir utiliser la méthode somme, produit, vu que les deux méthodes de somme et produit dans la classe calculatrice n'étaient pas statiques, on a eu à créer euh, un objet, c'est-à-dire une instance de la classe calculatrice, un objet. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sien, qui est le nom de l'objet qui appartient à la classe calculatrice, point, c'est-à-dire point somme.
Mais j'ai la possibilité de remplacer ces C1 ici par quoi? Par le nom de la classe qui contient ces méthodes, c'est-à-dire par calculatrice. Si et seulement si les méthodes de somme, la méthode de somme par exemple est statique. C'est ce que je vais m'amuser à faire. Je vais euh, rendre les méthodes somme et produit statiques. Du coup, j'aurai ici statique, in produit et statique, in somme. Et faudra aussi que mes variables soient aussi statiques. Du coup, j'aurai statique private in A et là statique private int B. Et là, je viens dans ma méthode, dans ma classe calculator. J'ai maintenant la possibilité de remplacer C1 directement par le nom de ma classe. Du coup, à ce niveau, je suis plus obligé de créer euh, cet objet calculatrice. Du coup, je mets la calculatrice. Point et Java me permet de faire ceci. Point somme et calculatrice, non, en minuscule, et calculatrice, point produit. Et Java accepte ceci. Et je répète, ceci est possible seulement si les méthodes sont statiques. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le mot statique devant une méthode signifie que la méthode appartient directement à la classe et non à un objet particulier. Un autre élément important en Java, bon, c'est le mot final. Final devant une variable rend cette variable constante. Du coup, lorsque j'écris par exemple final à ce niveau-ci, cela signifie que P ne peut avoir qu'une seule valeur. C'est-à-dire, après cette affectation-ci, je ne peux plus attribuer une autre valeur à P, étant donné qu'elle est finale, c'est-à-dire étant donné que c'est une constante. Bon, je vais prendre un exemple. Ici, je vais définir peut-être dans cette méthode-ci, final, je vais définir une constante, final int, euh, disons final int C auquel j'attribue la valeur 2, auquel j'affecte la valeur 2, pardon. Et là, si je m'amuse à, si ici je m'amuse à attribuer une autre valeur à C, C étant une constante, vous allez voir, Java va signaler une erreur, étant donné qu'une constante ne peut, c'est-à-dire étant donné qu'une constante ne garde que la même valeur jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Peut-être si je dis AC, j'affecte A. J'affecte, désolé, assez, j'affecte le double de A par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Java a déjà mentionné l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Der final Variablen C kann kein Wert zugewiesen werden. C'est-à-dire, la constante, c'est-à-dire la constante ne peut, c'est-à-dire à cette constante, on ne peut attribuer une autre valeur étant donné qu'elle est constante. Euh, Un autre élément assez important en Java, comme j'ai dit, le nom des classes commence toujours par une lettre majuscule. Le nom des méthodes, des variables et des constantes commence par des lettres minuscules. Un élément que j'aimerais aborder, c'est le fait que Java, en fait, contient une grande bibliothèque de classes déjà prête à être utilisée. Java, comme je répète, contient une grande bibliothèque de classes prêtes à être utilisées. On a par exemple les classes scanner, on a les classes string, on a les classes system, on a les classes arraylist. Ce qui va se passer, c'est que lorsque nous aurons à utiliser un élément qui appartient à une classe prédéfinie dans Java, on aura à importer cette classe-là. Et l'import, c'est la syntaxe de l'import, c'est-à-dire on écrit le mot import et ça se met toujours au début du code, c'est-à-dire à ce niveau-ci, on met import et ensuite on donne le chemin complet qui mène vers cette classe-là.
Je dis ceci pourquoi? Parce que je vais, par exemple, euh, donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer une valeur, c'est-à-dire d'entrer une valeur en fait. Je vais pouvoir donner la possibilité d'entrer une valeur. Qu'est-ce que je fais? À ce niveau-ci, on va s'amuser à rendre notre code plus fun. Système, point out, point print ln. Alors, le code demande à l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc, système.out.println, entrer une valeur. Et qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, lui, voit sur son écran, il va voir cette phrase ici, on va exécuter ensemble. On va voir cela. Il faut d'abord que je lance ma méthode main. Et là, entre une valeur. Maintenant, je vais donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer une valeur au clavier. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un scanner. Un scanner, c'est une classe prédéfinie, c'est une classe, une bibliothèque de classe qui est déjà prédéfinie dans Java et ce qui va me permettre de récupérer la valeur qui a été entrée au clavier par l'utilisateur et à l'affecter dans une variable et à égaler cette valeur-là dans une variable, ce sera une méthode qu'on va appeler scanner.nextInt. Bon, une méthode, la méthode en fait c'est nextInt et l'appel de cette méthode-là va se faire via le nom de la variable point, comme on a dit tout à l'heure, nextInt qui est une méthode de la classe scanner. Bon, qu'est-ce que je fais? J'importe d'abord cette bibliothèque, cette classe bibliothèque. Also import java.util.scanner. Pourquoi utile? Parce que la classe scanner est contenue dans la sous-bibliothèque utile, raison pour laquelle j'écris là import java .util .scanner. Et là, vu que j'ai importé cela, j'ai maintenant la possibilité de créer dans ma classe calculator une instance, c'est-à-dire un objet de la classe scanner. Étant donné que j'ai déjà importé le package ici en haut, je viens là. Qu'est-ce que je fais? Je crée cette instance-là, scanner. On va exactement faire comme tout à l'heure. On va définir une variable de type scanner, comme on a fait tout à l'heure avec calculatrice. Scanner, je peux appeler ça S ou bien scan. Je peux juste écrire scan, qui est le nom de ma variable. Et à scan, je crée un objet de type scanner, new scanner. Et comme paramètre, système.in. Et en fait, c'est ce système.inc qui va récupérer en fait ce qui a été euh, écrit au clavier, qui va permettre, en fait, qui va lire ce qu'on va entrer au clavier, la valeur qui a été entrée au clavier. Et maintenant, là, je vais définir une variable int, peut-être a, que je vais appeler a. Et à int a, je vais affecter scan.nextInt. À int a, je vais affecter scan.nextInt. Donc, comme je dis, nextInt, c'est une variable, pardon, c'est une méthode qui a été définie dans la classe scanner. Une méthode qui a été définie dans la classe scanner et qui permet de récupérer les entiers. Parce que si le nombre, par exemple, ou la valeur qui a été saisie sur le clavier est un entier, c'est avec la méthode de nextInt qu'on le fait. Si c'est un décimal, c'est avec la méthode de nextFloat. Et ces éléments sur les classes, ces informations sur les classes
On les retrouve dans ce qu'on appelle, bon, ici je vais venir sur Auto Layout pour entendre mon code pour le rendre plus propre. Je clique là et vous voyez, il est plus propre. Comme je disais, ces informations sur ces différentes classes, on va les retrouver sur ce qu'on appelle la classe une bibliothèque Java. Et pour y parvenir, non, on va venir ici, on va venir sur aide, c'est-à-dire help, et venir sur Java classe une bibliothèque. Et là, lorsque je clique sur Java classe une bibliothèque, je saisis par exemple euh, la classe de bibliothèque sur laquelle j'aimerais avoir plus d'informations. Java .util .scanner. Et là, lorsque je clique Java.util.scanner, la classe scanner s'affiche avec, je dis bien avec toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne la classe scanner, que ce soit les différentes méthodes, que ce soit les différents constructeurs. En fait, tout ce qui concerne cette classe, toutes ces informations-là seront répertoriées ici. Et à ce niveau-ci, je peux trouver la méthode de NextInt que j'ai utilisée tout à l'heure. Elle est là, indexInt. Et voici à quoi est-ce qu'elle sert? Scan the next token of the input as an int. Bon, désolé, je ne parle pas très bien anglais. Et en fait, on la retrouve ici avec toutes les autres méthodes de la classe scanner. Mais c'est pas ça le sujet. Du coup, lorsque j'écris ceci, j'exécute übersetzen, je viens là, je lance ma méthode main. Vous voyez, ici, entrer une valeur, ici écrit entrer une valeur. Et vous voyez, ici, j'ai la possibilité d'entrer une valeur. Du coup, je décide par exemple d'entrer la valeur 4. Je décide par exemple d'entrer la valeur 4. Je tape sur entrée. Qu'est-ce qui se passe? La valeur 4 que je viens de saisir, elle sera récupérée et répertoriée dans ma variable A qui a été définie à ce niveau-ci là. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je vais calculer par exemple, je vais par exemple entrer deux valeurs et calculer la somme de cette valeur-là, de ces deux valeurs-là, à partir de ma méthode de somme que j'ai définie dans ma classe calculatrice. Du coup, cette fois-ci, je vais plutôt dire entrer une première valeur, entrer une première valeur, et là, à in A, j'affecte scan.nextInt pour la première valeur. Ensuite, système.out.ln, entrer une deuxième valeur. Bon, je peux un peu rapprocher ces lignes de code. Entrer cette fois-ci une deuxième valeur. Entrer une deuxième valeur. Et cette fois-ci à in B, j'affecte scan.nextInt, c'est-à-dire la deuxième valeur qui sera entrée par l'utilisateur. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne maintenant la somme de ces deux valeurs-là. Donc, système.out.println, j'écris ceci, mais je mets ici à ce niveau la somme de, on va utiliser notre opérateur de concaténation de A, la somme, ah non, j'aime bien CTRL 7, hein. Retour à la case de départ. Ok, la somme de A, ici on a encore nos bien plus, la somme de A et on a un plus là, et B, on a un plus là, on a des codes, la somme de A et B est, on a un autre, bon, je peux mettre est 2 points, on a un autre plus là, la somme de A et de B est 2 points. Et qu'est-ce qui se passe ici?
J'utilise ma méthode de somme contenue dans ma classe calculatrice. Elle est là. Ma méthode de somme, elle est là. Pour utiliser cette méthode à ce niveau-ci, je serai obligé de créer une autre instance de la classe calculatrice, de créer, euh, il y a, oui, une autre instance de la classe calculatrice, mais qui cette fois-ci, ici, va avoir comme paramètre A et B qui représentent les valeurs que j'ai entrées en paramètre à ce niveau-ci là. Donc, du coup, je viens là, je peux peut-être écrire la C2 new calculatrice à la place du 4, 5, je mets plutôt AB, étant donné que ces variables-là ont été définies, A et B ont été définies. Euh, calculatrice, calculatrice, bon, faudrait que j'espace un peu, hein. Calculatrice C2, point virgule, et voilà, à C2, j'affecte new calculatrice, je crée un objet de type calculatrice, et on sait que quand j'ai défini ma méthode de calculatrice, mon constructeur calculatrice attendait deux paramètres. Il est encore là, A et B. Et du coup, calculatrice A, B. A et B, cette fois-ci, sont les deux variables qui ont été définies à ce niveau-ci. New calculatrice A, B. Et là, j'écris la somme de A et de B est C2 point somme. Et on a vu tout à l'heure qu'étant donné que la méthode de somme est statique, je peux aussi écrire directement calculatrice.somme. La somme de A et de B est C2.somme. Et là, je peux exécuter. Je lance ma méthode de main. Je relance ma méthode de main. Tout d'abord, venez à ce niveau, void main. Je viens là. Entrer une première valeur. C'est-à-dire, je dois entrer une première valeur. C'est ce que le code me demande. J'entre peut-être la valeur 6 et je tape sur entrée. Et là, entrer une deuxième valeur. J'entre la deuxième valeur 9 et je tape sur entrée. Et ça, la somme de 6 et 9 est 15. Ce qui est le cas. Bon, je peux encore, voilà, j'ai trop serré les variables, je peux un peu espacer la somme de A et B est, bon, c'est espacé déjà. À ce niveau-ci, je peux encore un peu mettre de l'espace pour que ça soit plus lisible. Euh, et là, en espérant que c'est plus lisible, j'entre la première valeur 6, tape sur entrée, deuxième valeur 9, tape sur entrée. La somme de 6 et de 9 est 15. Je fais pareil, je peux faire pareil avec le produit. Pour faire pareil avec le produit, il me suffit euh, pour faire pareil avec le produit, bon, je vais encore, tout d'abord, travailler ceci. Voilà. Pour faire pareil avec le produit, il me suffit de copier cette ligne ici, système.out.println, la somme cette fois-ci, le produit de A et de B est C2 point produit. Mais en fait, c'est un peu ces éléments, si c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et mon souhait, c'était surtout, au départ, quand je me suis décidé de faire cette vidéo, c'est surtout, cette fois-ci, de créer une classe principale. Elle est là. Parce que la dernière fois avec notre classe voiture, qu'est-ce qu'on avait fait? Pour pouvoir créer les objets de type voiture, on faisait un clic droit et tout. Mais cette fois-ci, on l'a fait de manière méthodique, c'est-à-dire avec le code, avec des lignes de code. J'ai d'abord créé une classe calculatrice, qui est ma classe intermédiaire, qui contenait les méthodes somme et produit. Et à ce niveau-ci, j'ai créé une classe principale. Qu'est-ce qu'elle fait? La classe principale contient une instance de ma classe calculatrice. Et on a vu que
Étant donné que ma classe principale contient l'instance de la classe calculatrice, à partir d'elle, à partir de cette variable-là, on avait la possibilité d'appeler les méthodes qui ont été définies dans ma classe calculatrice. Et cela a pour avantage que ma classe principale ne soit pas saturée de lignes de code. Parce que pour le moment, c'est juste visible. C'est-à-dire, quand il dit visible, c'est quelques lignes de code. Là, on ne peut pas se plaindre de saturation, mais il arrive qu'on développe des programmes assez longs qui nécessitent plusieurs lignes de code. Et dans ce cas-là, problème de saturation s'y installe. Comme j'ai dit, j'aimerais aussi entamer la notion de boucle. En fait, les boucles en Java permettent de répéter une instruction et c'est utilisé lorsqu'une instruction se répète. Je vais par exemple écrire un programme qui affiche le nombre pair entre une entrée et une sortie. C'est-à-dire, lorsque j'affiche 1 par exemple comme entrée et 5 par exemple comme sortie, je veux que mon programme retourne 2. Parce qu'entre 1 et 5, on a deux nombres pairs qui sont 2, 2 et 4. Du coup, je vais créer une classe que je vais appeler parity, une classe principale que je vais appeler parity. Elle est là. Euh, on n'a pas besoin de extend game pour le moment. On n'a pas besoin de extend. C'est un autre thème. Extend là, c'est l'hérédité, mais on va voir cela, entamer ce sujet dans les prochaines vidéos. Hum, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une variable int p, défini une variable int p, et là, je demande à l'utilisateur d'entrer sa valeur, une première valeur, c'est-à-dire la valeur de départ. Système, on a vu que pour afficher un chaîne de caractères, c'est system.out.print ln, system.out.println, entrer la première valeur. Entrer la première valeur. Pareillement, pour donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer une valeur, on a vu que c'est avec scanner, du coup, on va importer cela comme tout à l'heure. Import, euh, oh là là, import Java, bon, en allemand, Java, Java.util.scanner, scanner avec grand C, comme on s'est dit tout à l'heure, le nom des classes commence par une lettre majuscule. Et là, je vais créer une instance de la classe scanner. Du coup, scanner scan, ma variable scan. J'affecte directement cette fois-ci l'objet scanner new scanner avec comme paramètre system.in. System point in. Et là, je vais encore définir deux autres variables. A comme première valeur et B comme seconde. Du coup, à A, je vais affecter scan.next int. On a vu que nextInt, comme on a dit tout à l'heure, c'était une méthode, c'est une méthode de la classe scan. Et je peux appeler une méthode d'une classe en créant une instance de cette classe. Ici, c'est scan, un objet de la classe, du coup, en mettant le point et suivi de la méthode. On a vu que si la méthode est statique, on peut directement faire cet appel à partir du nom de la classe. C'est-à-dire, si nextIn est statique, je peux directement écrire ici scanner.nextIn. Je n'aurai plus à créer cette variable scan-ci avant d'appeler la méthode. Du coup, j'ai A scan pour nextIn. Ensuite,
j'entre la deuxième valeur, l'utilisateur doit entrer la seconde valeur, entrer deuxième, la deuxième valeur, et là, à B, j'affecte scan.nextInt. Et lorsque j'écris par exemple système.out.println, le ln à la fin là permet d'afficher la prochaine valeur à la ligne, c'est-à-dire permet d'aller à la ligne avant d'afficher le prochain élément. Mais si je mets système.out.print et que après cela je vais afficher un autre élément, l'autre élément sera sur la même ligne et du coup ça sera un peu saturé. C'est pour ça que j'ai choisi système.out.println. Du coup, j'entre la deuxième valeur et je récupère cette deuxième valeur-là. Je la conserve dans ma variable B. Maintenant, on va écrire les lignes de code qui vont permettre de calculer, qui vont permettre d'afficher le nombre de nombres pairs, comme on s'est dit, entre A et B. Et pour cela, je vais utiliser ma boucle for et la syntaxe int i, qui est notre compteur. La condition, ici, quelle est la condition pour laquelle ma boucle fonctionne? La boucle fonctionne si et seulement si i, qui est notre compteur, est contenu entre 1, on commence à A, pardon, on commence à A, entre A et B. Dès lors que i dépasse B, le programme, la boucle arrête de fonctionner. Du coup, la condition i doit être inférieure ou égale à B. Code fonctionne si seulement si i est inférieur ou égal à B. Ensuite, incrémentation i++. C'est la syntaxe qu'il faut en fait retenir. Alors, compteur, c'est-à-dire i commence à A, condition i doit être inférieur ou égal à B, c'est la condition pour laquelle la boucle s'exécute, et incrémentation i augmente de 1. Du coup, on vient là. Comme j'ai dit, je souhaite afficher en fait le nombre de nombres pairs. Maintenant, un nombre est pair si seulement si. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'un nombre soit pair, il faut que le reste de la division de, de ce nombre-là par 2 soit égal à 0. Du coup, je vais écrire une condition. Si i, étant donné que i commence à A, si c'est le if que j'écris là, i en Java, on a l'opération modulo, si i qui est représenté par le pourcentage, c'est-à-dire si i modulo 2 est égal, quand il dit i modulo 2, c'est-à-dire le reste de la division de i par 2, si c'est égal à 0, et l'égalité en Java est représentée comme ceci, avec 2 fois le symbole égal. Mais égal, une fois, représente plutôt l'affectation. En Java, l'égalité est représentée comme ceci. Donc, si le reste de la division de i par 2, c'est-à-dire de différentes valeurs qu'il va prendre, est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? À p, qui est censé représenter le nombre, la variable que j'ai définie pour le nombre p, j'affecte p plus 1, c'est-à-dire j'incrémente p de 1. À chaque fois, à chaque fois à chaque fois que on va trouver un nombre entre A et B qui sera divisible par 2, c'est-à-dire un nombre qui sera pair, donc le reste de la division de ce nombre-là par 2 sera pair, sera égal à 0, désolé, P sera incrémenté de 1. Et vous voyez, pour pouvoir affecter une variable en Java, parce qu'en Java, il y a certaines conditions, il faudrait que cette variable soit au préalable définie
et quelle est une première valeur qui a cette variable, on est affecté une première valeur. Raison pour laquelle ici, on voit variable p would möglicherweise nicht initialisieren. Donc, du coup, je n'ai pas initialisé la valeur p, du coup, je vais l'initialiser en y affectant la valeur 0. C'est-à-dire, pour le moment, mon compteur est à 0. Ensuite, à chaque fois que ma boucle va rencontrer un nombre pair, il sera incrémenté de 1. P sera incrémenté de 1. Et à la fin, qu'est-ce qui va arrêter la boucle? La boucle va s'arrêter lorsque I atteindra la valeur B. I commence à A. Et lorsque I atteindra la valeur B, la boucle va s'arrêter. Et maintenant, la boucle, comme j'ai dit tout à l'heure, for ne va s'exécuter uniquement si I est plus petit ou égal à B. Lorsque I dépasse B, la boucle s'arrête. Mais imaginez-vous l'utilisateur entre deux valeurs, la première valeur A et une deuxième valeur, mais que la première valeur est supérieure à la seconde. Là, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle on va préciser à l'utilisateur d'entrer la première valeur de manière à ce qu'elle soit inférieure à la seconde. Du coup, entrer la première valeur plus, plus petite que la seconde. Ou bien je peux toujours dire entrer, disons comme ici, entrer une valeur A plus petite que B. Du coup, lorsque l'utilisateur entre la première valeur, il sait que la seconde valeur doit être plus grande que la première afin d'éviter que mon programme ne bug. Entrer une valeur A inférieure à la valeur B qui sera entrée en deuxième lieu, en deuxième temps. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Afin d'afficher le nombre de nombres pairs, je vais utiliser system out print ln. Et là, et puis il y a un petit message. Le nombre de nombres, petite tautologie, le nombre de nombres pairs entre A, A, qui est ma première valeur et qui doit être plus petite que B, entre A et B est toujours dans les codes. Le nombre de nombres pairs entre A et B est, et là, on affiche ce nombre-là, P. Nombre de nombres pairs entre A et B est P parce que P, c'est la variable qui contient, en fait, ce nombre pair-là. Après que cette boucle est exécutée, c'est cette instruction-ci. Du coup, on va exécuter übersetzen et on va venir ici notre classe parity et là, exécuter la méthode de main. Qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur main? Le programme me dit entre une valeur A inférieure à B. Du coup, j'entre par exemple 5. Je tape sur entrée. Ensuite, entrer la deuxième valeur, la deuxième valeur B. J'entre peut-être 10. Et là, avant d'appuyer sur entrée, je dois déjà savoir quel résultat auquel je m'attends. Entre 5 et 10, on a 5 qui n'est pas un nombre pair, on a 6 qui est pair, c'est-à-dire quand le programme, ma boucle for va commencer, c'est-à-dire le i qu'on a défini à ce niveau-ci, ce qui va se passer, c'est que au départ, i va prendre la valeur 5. Et qu'est-ce qui va se passer? I prend la valeur 5. Est-ce que i est plus petit
que 10? Est-ce que 5, pardon, est plus petit que 10? Oui, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on vient? On regarde. Est-ce que le reste de la division de 5 par 2 donne 0? Non. Il prend la prochaine valeur, 6. Est-ce que 6 est plus petit que 10? Oui, c'est le cas. Ensuite, on tombe dans la boucle. Est-ce que le reste de la division de 6 par 2 est égal à 0? Oui, parce que 3 fois 2 égale à 6, qui va donner 0. Du coup, P va prendre une première valeur 1. Ensuite, on passe à 7, ainsi de suite. Et du coup, on se rend compte entre 5 et 10, on a trois nombres pairs. On a, euh, on a 6 qui est un nombre pair. On a 8 qui est un nombre pair. Et on a 10 lui-même qui est un nombre pair. Du coup, je m'attends à ce que mon code renvoie 3. Lorsque je tape ici sur entrée, du coup, comme j'ai entré, on m'a dit envoyer c'est 10. Entrée, le nombre de nombres pairs entre 5 et 10 est 3. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. S'il y a certains points à améliorer, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.